Bonjour Fabrice Bonjour Thomas. et merci d'être avec nous cet après-midi pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous, c'est l'eau. Alors, est-ce que tu sais depuis combien de temps t'as pas vu de l'eau tomber du ciel? Alors ici dans le sud de la France, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu une goutte. Et la dernière pluie, c'était 2,8 millimètres sur un kilomètre qu'on a relevé, donc c'est insignifiant. Et donc ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'y a pas eu de pluie significative. Quand même. Parce que j'entendais les Parisiens dire que ça faisait au moins un mois qu'il avait pas plu, ils sont tout affolés. Mais pour quelqu'un du sud comme toi, il n'y a pas de quoi s'alarmer encore. Non, non. On est habitué à avoir des périodes sans pluie assez longues et de temps en temps une pluie ou un orage assez fort. Pas vraiment ce qui nous intéresse, mais voilà, on peut avoir des périodes de sans pluie assez longues. Ok. Je dis gars du sud, mais est-ce que t'as toujours été dans le sud? Qu'est-ce que c'est ton parcours un peu? Est-ce que tu pourrais nous raconter? Alors, mon parcours professionnel, il est assez long, hein, puisque j'arrive quasiment au bout de ma carrière. Donc moi, j'ai une formation en agronomie que j'ai fait à Bordeaux. À la suite, je suis allé vivre 3 ans en Guadeloupe, où je travaillais dans une société qui faisait de l'arrosage. Donc, on faisait de l'arrosage principalement goutte à goutte. Donc, c'était le début de ma carrière. J'ai vécu une douzaine d'années en Haute-Savoie et je travaillais en Suisse dans les coopératives agricoles pour faire du conseil et de la vente sur la plupart des intrants des agriculteurs. Et ensuite, j'ai rejoint Netafim en 2004 à côté d'Aix-en-Provence. Donc Netafim qui est leader de l'arrosage micro-irrigation, hein, donc le goutte à goutte et tous les équipements qui permettent d'équiper une exploitation avec ces systèmes et avec une connotation de support agronomique, en tout cas au départ. Et pour rejoindre depuis 5 ans maintenant Green Citizen qui développe des solutions d'arrosage intelligent. Arrosage intelligent, tu dis? Moi, j'ai plutôt souvent entendu arrosage automatique ou arrosage intégré, arrosage connecté. Qu'est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que tu pourrais arriver à nous éclairer un petit peu? On sait Alors, plus ouais, comment parler. ouais, Quel est ouais, le mot à la mode? effectivement. Il y a plusieurs termes et effectivement, on voit ce terme d'arrosage intelligent qui apparaît dans certains CCTP d'appel d'offres ou dans des publications. Alors, nous, on considère qu'il est intelligent s'il répond à différents critères. Alors, effectivement, il faut au départ qu'il y ait un arrosage automatique, c'est-à-dire qu'il y a un réseau d'arrosage goutte à goutte, aspersion ou par beubleur, piloté avec des électrovannes et un programmateur. Là, on parle d'un système d'arrosage automatique. Ensuite, pour qu'il devienne intelligent, il faut déjà qu'il soit connecté et qu'on puisse le piloter à distance. Donc, il y a différents systèmes pour connecter un arrosage. Celui qu'on utilise, c'est le système, c'est le réseau LoRaWAN, hein, qui est un réseau radio 0G, faible consommateur en énergie. Il faut ensuite qu'on puisse prendre en compte le besoin réel des végétaux et de la plante pour moduler l'arrosage. Donc là, on place des sondes d'humidité dans les racines des végétaux. Donc on a une valeur réelle, c'est pas une estimation donnée par des stations météo ou d'autres algorithmes. C'est le point numéro 2. Un point numéro 3, il faut que ces données des sondes d'humidité pilotent de manière automatique l'arrosage et puissent moduler l'arrosage de façon automatique. Et en quatrième point, il faut qu'on puisse superviser le réseau hydraulique, plus que, on le verra peut-être par la suite, mais il y a des grosses quantités d'eau sur les volumes consommés qui partent dans des fuites. Et bah, il faut pouvoir identifier de manière de très rapide ces fuites pour éviter ces gaspillages. Voilà, donc ces 4 critères pour nous correspondent à un arrosage intelligent. D'accord. Et donc avec ça, avec ces 4 critères, on change énormément la manière de faire par rapport à ce qui peut, par rapport à un arrosage dit automatique classique qui va travailler plutôt presque comme un radio réveil. On le règle au début de l'année. On peut le régler en cours d'année, certes, mais il vient arroser quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques jours d'écart, sans réfléchir, sans aucune modulation. Mm. C'est tout à fait ça, hein. Beaucoup de collectivités, si on prend des collectivités comme Marseille, Toulouse ou même Martigues, en général, 90% de leurs programmateurs sont des programmateurs à piles, hein.
qui sont mis en route, comme tu disais, en début de saison et qui sont arrêtés en fin de saison. Alors, des fois, ils peuvent mettre deux, trois programmes dans le programmateur, hein, le programme printemps, été, automne. Par contre, ils n'ont pas la possibilité d'aller modifier ces programmateurs en cours de saison, s'il y a une grosse pluie ou si le temps se rafraîchit vraiment. Euh, Parce que pour donner un exemple, hein, la ville de Martigues nous disait, alors ils ont à peu près 600 programmateurs, il leur faut un mois homme pour faire le tour des programmateurs s'il faut faire une modification. Donc ces programmateurs, Oui, donc c'est comme on le dit, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, arrosent toute la saison de la même façon. Et donc, c'est OK. un vrai changement par ces pratiques de pouvoir le moduler de façon automatique en fonction du réel besoin des végétaux, sans avoir besoin de l'intervention humaine, hein. Le programmateur va prendre en compte les informations qu'il reçoit de la sonde pour arroser ou ne pas arroser selon les besoins des végétaux. OK. Donc on gagne d'un côté, du temps d'agent, de l'optimisation, enfin de la frugalité du point de vue de la dépense en eau, ça c'est sûr. De l'intelligence, hein, l'eau est apportée de manière, plus intelligente, d'où l'arrosage intelligent. Et de l'autre côté, ça coûte du matériel, il faut un matériel spécifique. Quelle est la différence entre une installation, on va dire standard, d'arrosage, automatique par rapport à une installation d'arrosage intelligent? Alors, par rapport à ce que tu disais, effectivement, hein, la solution est faite aussi pour répondre à toutes les difficultés opérationnelles que rencontrent les utilisateurs de systèmes d'arrosage, hein, en plus de réaliser des économies d'eau. Les problématiques sur les systèmes d'arrosage automatique sont fréquents, hein. Ça peut être un arroseur cassé, des tuyaux sectionnés ou un fil de programmateur aussi coupé qui génère donc des fuites et un manque de contrôle. Donc ça, on veut le résoudre aussi. Et le matériel nécessaire, on est comme sur un système classique, c'est-à-dire qu'on met un programmateur, mais qui va être connecté, hein, à la place du programmateur standard. Ce programmateur se met directement dans les regards d'arrosage connectés aux électrovannes. Il est autonome en énergie avec une pile, par contre qui va durer 2 à 3 ans suivant la fréquence de, de communication. Et ce programmateur, donc, on va lui donner un planning d'arrosage. Ce qu'il faut équiper en plus, c'est de mettre quelques sondes d'humidité dans les végétaux qu'arrosent ces programmateurs, hein. Donc, on fait un échantillonnage, on le dispose de façon précise suivant le type de végétaux, le type de sol ou l'exposition, et on calcule le nombre de sondes. En tout cas, on fait une estimation du nombre de sondes nécessaires pour gérer l'ensemble des programmateurs d'un parc ou d'une ville. Euh, En gros, il faut à peu près 10% de programmateurs par rapport au nombre, pardon, de sondes d'humidité par rapport au nombre de programmateurs. Et ces deux éléments vont communiquer ensemble par une plateforme et via la connectivité dont on parle. Donc, ce qu'il faut rajouter par rapport au système classique d'arrosage automatique, c'est un, un abonnement, ou en tout cas un système qui permet de gérer la communication par le réseau LoRaWAN. Donc là, il y a deux D'accord. systèmes, soit c'est des réseaux opérés par Orange notamment, soit dans certaines collectivités, ils déploient eux-mêmes leur réseau radio en installant des antennes munies d'une carte SIM qui diffusent le réseau radio sur la collectivité. OK. Donc tu es en train de dire que par rapport à une installation d'arrosage automatique, la grosse différence, c'est qu'on vient voir le stock d'eau à disposition du végétal avant de décider si on l'arrose ou pas. Exactement. Avant chaque arrosage C'est qui va quand être même planifié, le programmateur va interroger la sonde, hein, quelques minutes avant de déclencher son arrosage, et la sonde va lui dire oui ou non, tu arroses aujourd'hui. Le lendemain, pareil, il interroge, etc. Donc, il peut y avoir des périodes assez longues sans arrosage parce que peut-être il a plu ou le temps s'est rafraîchi. Et donc, comme tu disais, le stock d'eau est suffisant, hein, la plante est dans un état de confort hydrique, je dirais. Et à partir du moment où elle va rentrer dans un stress modéré ou un peu plus fort, ça on le choisit en fonction des végétaux, l'arrosage se redéclenchera tel qu'il était planifié. OK. Les alternatives à ça, à ma connaissance, c'est la compensation ETP, où on vient, avec des mesures météo, évaluer la quantité d'eau en millimètres qui est évaporée par le végétal. Heu, on on compare cette quantité qui s'évapore à la quantité de pluie qui est tombée. On dit il y a un delta et l'arrosage doit venir compenser ce delta. Hein. Mais, c'est une manière qui approche, qui estime,
mais qui est, je pense, moins précise que de venir mesurer directement dans le sol. Parce Mhm. que quels peuvent être les facteurs qui viennent influencer la quantité d'eau contenue dans le sol? Donc, il y a forcément ce qui pleut, ce qui est évaporé, c'est sûr. Mais après, ce qui vient de la pluie, mais qui a été drainé, qui n'est pas retenu, ça, forcément, c'est plus dans le stock du sol. Mais au Mhm. contraire, on a l'effet éponge du sol qui a retenu de la pluie, qui est tombée il y a plusieurs jours ou quelques semaines. Tout ça, en fait, c'est très difficile à modéliser. J'allais te demander, est-ce que, de ton point de vue, le fait de venir voir directement dans le sol la quantité d'eau qui est disponible pour le végétal, c'est une alternative plus efficace que la modélisation? Est-ce que tu vois une grande différence entre ces 2 approches? Oui, la différence est grande et surtout, il y a un élément qui manque souvent pour pouvoir, comme tu dis, entre l'ETP et le- l'apport d'eau par le système d'arrosage, amener des éléments précis. Et c'est des éléments empiriques, hein, qui sont la base qu'on apprend dans toutes les formations d'arrosage, hein. Il faut connaître le besoin du végétal, la demande climatique et le TP. Il faut connaître la quantité d'eau amenée par son système d'arrosage en millimètres par heure, hein, donc la pluviométrie de son système d'arrosage. Et avec ça, on calcule le temps d'arrosage. Si on a les éléments des deux systèmes, c'est-à-dire le TP qu'on peut avoir par des stations météo et de son système d'arrosage, en général, quand il est neuf et qu'on a un plan, on a cette information. C'est pas mal, pas mal. Par contre, effectivement, avec des éléments, des centres d'humidité dans le sol, des mesures dans le sol, on va, comme tu le précisais, voir plus précisément sur des sols filtrants. Est-ce que la quantité d'eau amenée disparaît rapidement? Est-ce qu'elle est stockée dans le sol par son phénomène éponge sur un sol un peu plus lourd? Et donc, on va pouvoir piloter plus finement. Et la grosse différence, c'est que dans les systèmes d'arrosage des collectivités, souvent, c'est des systèmes qui ont été installés il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, quand on demande aux utilisateurs quelle est la pluviométrie de votre système d'arrosage, personne ne le sait. Et donc, on apporte un temps d'arrosage par l'expérience, parce que le prédécesseur faisait comme ça. Et du coup, on n'arrive plus tellement à rapporter vraiment cette pluviométrie nécessaire à la demande climatique. En tout cas, à quelque chose de très, très approximatif. Et donc, la sonde, elle va vraiment voir à quel moment on apporte trop d'eau ou pas assez et pouvoir moduler l'arrosage. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de vérifier et de contrôler que le calcul du temps d'arrosage par rapport aux éléments dont on parlait est juste. De manière idéale, donc je dis pas que c'est ce qui est fait ou à faire partout, mais le dimensionnement de la dose d'arrosage dépend du coup, tu l'as dit, de la pluviométrie, donc c'est-à-dire quand on arrose une minute, combien il y a de millimètres qui tombent sur le sol, Mhm. et la quantité de d'eau stockée dans le sol peut varier en fonction de la texture. Donc entre un sol sableux, un sol limono-argileux, on va pouvoir stocker donc beaucoup plus d'eau dans le sol limono-argileux. La quantité de cailloux, parce qu'un sol très caillouteux forcément a une moindre réserve. Et puis la profondeur des racines. Quelle épaisseur de sol est réellement prospectée par le végétal. Mhm. Donc chez Urbasense, on aime beaucoup ça, faire pousser les racines. Est-ce que le fait d'asservir l'arrosage et de pratiquer un arrosage intelligent permet la croissance racinaire? D'après toi, quels peuvent être les moteurs? Alors, c'est effectivement quelque chose qui est très important et que l'on obtient aussi par cette solution. Alors, tu le disais tout à l'heure, hein, les calculs des doses d'arrosage sont une chose. La deuxième chose, c'est de remplir en général ce qu'on dit la RFU, hein, qui est la réserve facilement utilisable, c'est-à-dire le stock d'eau du sol. Et la solution d'arrosage intelligent permet de remplir cette RFU et de redéclencher l'arrosage que lorsqu'on arrive au bas de la RFU, c'est-à-dire que la plante va entrer en stress. Donc entre ces deux niveaux, il peut se passer, alors peut-être qu'un jour, hein, si on a une période de canicule, parce que la plante va prélever rapidement cette RFU, surtout si le sol est plutôt sableux. Et si le sol est un peu plus lourd, cette RFU va être consommée en 2, 3, 4, 5 jours, suivant le climat. Et ça, la sonde permet de le voir. Et donc, par ces périodes sans arrosage, on fait des petits cycles d'assèchement qui favorisent aussi le développement racinaire et donc l'autonomie des plantes. Et ça, c'est effectivement Ça, important, hein, d'avoir un développement racinaire performant et important.
Un des critères, effectivement, c'est l'arrosage et de pas arroser trop souvent. Après, il y a beaucoup d'autres critères nécessaires, hein. C'est la texture du sol, la structure du sol, le non-compactage qui permet le développement racinaire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on refera une séance complète sur le développement racinaire, en effet. Mhm. Du coup, tu disais là que la dose est calée à un moment. On vient faire varier la fréquence d'apport de cette dose en eau en fonction du stock qui reste disponible dans le sol. Là, on se retrouve dans l'une des deux grandes écoles, donc arroser soit à fréquence constante et dose variable, soit à fréquence variable et dose constante. Là, on Mhm. est clairement dans le second cas. Je pense personnellement qu'il est beaucoup plus performant d'un point de vue agronomique, plutôt que de faire varier un water budget qui se fait parfois il y a pas mal de matériel qui est calibré comme ça, où on fait varier l'importance de la dose en fonction de la saison, mais on apporte toujours l'eau à la même fréquence, qui fait que le développement racinaire, lui, va rester complètement superficiel parce qu'il a toujours sa petite dose d'eau. Donc, dans ce cas-là, on n'entraîne pas le système racinaire à s'approfondir, mais comme tu le fais avec l'arrosage intelligent, le fait d'apporter la dose en eau avec des fréquences qui peuvent être adaptées, donc variables, adaptées aux besoins du végétal, là, c'est ça qui crée le cycle, enfin, ou l'incitation du système racinaire à aller en profondeur. Effectivement, alors cette stratégie, hein, durée fixe, fréquence variable, que l'on a choisi d'utiliser, répond à ce phénomène de développement racinaire dont tu parlais, donc très important, hein, tu l'as très bien dit. Après, il y a un autre élément qui est très important. Dans ces systèmes, on a des programmateurs autonomes qui communiquent pas forcément les uns avec les autres. Et si on fait varier la durée d'arrosage, hein, avec un water budget, il va y avoir des chevauchements entre deux programmateurs, entre deux électrovannes de l'arrosage. Et du coup, on va rencontrer des problèmes hydrauliques. C'est-à-dire, si on arrose deux, trois programmateurs ensemble, alors que le débit et la pression disponibles ne permettent d'arroser qu'un programmateur à la fois, on va rencontrer aussi ces problèmes hydrauliques. C'est pour ça que cette stratégie durée fixe, fréquence variable a deux objectifs. Garantir qu'au niveau hydraulique, on n'aura pas de problématique pendant la séquence d'arrosage, hein, qui peut durer plusieurs heures, et permettre ce développement racinaire dont tu parles en créant ces petits cycles d'assèchement. Ok. Donc l'arrosage intelligent, c'est bon pour le végétal. Ça l'aide à être encore plus autonome et, et du coup avoir, à être moins dépendant de l'eau qu'on apporte. Un enracinement profond, c'est aussi un végétal qui va être plus robuste, en meilleure santé, plus résilient, etc. Et l'autre gros avantage de l'arrosage intelligent, c'est d'économiser de l'eau. Donc on a dit, en fait, sans arrosage intelligent, on a tendance à surdépenser de l'eau pour arroser nos végétaux. Donc déjà, si on se rapproche de leurs besoins, on a une économie d'eau. Mais tu parlais également des fuites tout à l'heure. Qu'est-ce que Mhm. tu dirais de l'importance de ces fuites par rapport à l'optimisation, on va dire, agronomique? Est-ce que c'est du même ordre de grandeur? Alors, Est-ce que tu peux avoir oui, alors, euh, quelques retours d'expérience? on a fait des estimations, hein, par rapport à ce qu'on a vu nous sur certains sites ou des éléments qui nous ont été communiqués. On pense que de manière générale, hein, c'est ensemble des collectivités, des scènes d'arrosage, il y a un tiers de l'eau qui part en fuite, ce qui est très conséquent, et un tiers d'eau qui est du surarrosage. Donc la quantité d'eau vraiment utile, hein, si on élimine les deux autres aspects, le surarrosage et les fuites, représente un tiers de la facture d'eau qu'on peut avoir actuellement. Donc il y a Ah, vraiment c'est colossal. c'est colossal, et c'est effectivement quelque chose qui permet alors d'avoir deux objectifs, deux finalités, hein. C'est de diminuer la facture, donc un élément économique très conséquent, qui permet d'ailleurs aux collectivités d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Et donc l'autre aspect, bah, c'est la frugalité dont on parlait, qui au niveau environnement bah, permet de faire des économies d'eau et de moins de diminuer les consommations, surtout dans des époques où on a des périodes de sécheresse et des fois de remplissage de nappes problématiques. Oui, on sait que ces événements qui sont des anomalies aujourd'hui deviendront peut-être la norme demain, en 2050. Ouais. Autant s'y préparer dès aujourd'hui. Donc Exactement. tu dis deux tiers de l'eau qu'on apporte en plus, c'est de l'eau potable. Donc de l'eau qui pourrait servir Mm. aussi à d'autres usages. On pense immédiatement à la consommation humaine, mais c'est pas les seuls.
à consommer de l'eau. On a aussi l'arrosage parfois du maraîchage, hein, enfin des cultures. On a de l'arrosage récréatif, terrain de sport, golf, etc. Alors qui ont parfois euh, des systèmes pour puiser l'eau directement dans la nappe, c'est pas toujours de l'eau potable. On a également l'industrie qui peut consommer de l'eau. À un moment, la masse d'eau, qu'elle soit potable ou pas, il va falloir choisir où est-ce qu'on la positionne. Et c'est vrai que de maintenir en bon état de santé des surfaces végétalisées en ville, c'est essentiel pour aussi maintenir une bonne climatique de la ville. Mais on sent que par rapport à un besoin de consommation d'eau potable pour l'usager, on est quand même en seconde priorité, c'est bien normal. Le fait de savoir économiser de l'eau potable va devenir clé essentielle dans les décennies à venir. Tout à fait. Alors, tu le soulignais, hein, l'eau potable est ce qui est majoritairement utilisé pour l'arrosage des collectivités. Je crois qu'on parle de plus de 80% de l'eau utilisée pour l'arrosage qui est de l'eau potable, hein. Le reste, c'est de l'eau de ce qu'on appelle l'eau brute, hein, qui vient de forage ou d'autres ressources. Donc, c'est très conséquent. Lorsqu'on est en période de canicule, ça arrivait plusieurs fois dans cette dernière décennie. Les autorités, la préfecture, met des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'arrosage parce que bah, la ressource est limitée et comme tu disais, il faut après la garder pour d'autres usages. Et dans ce cas-là, bah, malheureusement, les espaces verts dépérissent, hein. Bah, au lieu d'avoir un espace vert agréable pour les usagers, rafraîchissant pour la ville, on a un champ de poussière et des fois des végétaux même historiques ou des arbres de taille adulte qui meurent. Donc c'est vraiment dommageable. Donc de pouvoir montrer qu'on a des solutions pour utiliser le juste besoin de l'eau et qui représentent donc des économies conséquentes peut permettre, hein, certaines collectivités ont réussi à avoir des dérogations qui permettent de continuer d'arroser de manière avec comment dirais-je, une stratégie de frugalité pour maintenir les espaces verts en vie, de bonne qualité, Pour cet rafraîchir la ville. actif. Voilà, ne pas perdre cet actif et maintenir des surfaces rafraîchissantes et agréables aussi pour les citoyens qui, bah, là, quand ils sortent, ils aiment bien aller se promener sur des espaces verts qui sont beaux, qui sont vivants, plutôt que sur des sites qui sont devenus en exagérant un peu, des champs de poussière. Donc, effectivement, il y a un intérêt Donc, énorme. lorsqu'on met de l'intelligence dans la manière qu'on a d'arroser, on peut justifier cet effort auprès des autorités qui permettent du coup enfin, qui accordent des dérogations pour que notre actif vert, notre infrastructure verte puisse être maintenue et sans dépérir. Ça, c'est un bon retour d'expérience. Je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup de collectivités. Exactement. Alors, il faut faire la démarche auprès des autorités pour leur montrer effectivement les, ce qui a été mis en place, hein, et les résultats obtenus, et donc de pouvoir obtenir ces dérogations. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel pour les collectivités. Ils vont pouvoir déjà assez rapidement réaliser des économies de frais et de coûts de la facture d'eau et en parallèle, bah, garder leurs espaces verts vivants de nombreuses années et donc avoir des sites plaisants pour les usagers. Ok. Pour l'agent de la collectivité, le fait de passer de l'arrosage automatique à l'arrosage intelligent, qu'est-ce que ça change pour lui dans sa journée? Est-ce qu'à la, est-ce qu'à la fin, il est capable de gérer mieux, de gérer davantage de mètres carrés, de mètres carrés végétalisés, je voulais dire? Oui, alors effectivement, c'est un gros changement pour les agents, hein. Avant, ce qu'ils avaient à faire, c'est surveiller si ça se passait bien. Donc, ils allaient assez fréquemment sur site pour voir si ça arrosait correctement, s'il n'y avait pas de fuite. Là, maintenant, ils voient à distance beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations, d'alertes qui peuvent apparaître en cas de fuite ou de problématiques. Donc après, ils peuvent répartir leur temps de travail différemment. On avait le retour de certains agents de terrain qui nous disaient économiser le trois quarts du temps de surveillance qu'ils faisaient avant.
Donc après, ils peuvent s'occuper plus de la partie qualitative d'un espace vert, hein. C'est que les végétaux soient bien taillés, soient bien plantés les bonnes espèces. Donc voilà, il y a une réorganisation du travail qui est possible, hein, qui est à faire pour avoir moins de tâches répétitives de surveillance. Après, un point important avec ces solutions, il faut apporter aussi un accompagnement sur les premières semaines, premiers mois aux utilisateurs pour qu'ils prennent en main la solution, qu'ils soient habitués à l'utiliser. C'est un peu différent de ce qu'ils faisaient avant, où en fait il y avait un programme à mettre et puis on s'en occupe plus. Là, il y a des réglages avec la sonde d'humidité à mettre en place. Et ces réglages, voilà, il faut leur montrer, les accompagner pour qu'ils puissent utiliser les sondes au même titre qu'aujourd'hui, ils utilisaient un programmateur simple. Ouais, ouais, OK. Donc il y a quand même un peu d'apprentissage de ce nouvel outil, mais dès qu'on le maîtrise, on gagne beaucoup de temps, de tâches qui peuvent être répétitives, comme tu le disais, pour se concentrer davantage sur du vrai métier de jardinier au contact du végétal. Exactement, exactement. Voilà, c'est un peu un transfert de charge de travail, voilà, qui permet d'orienter sur des choses plus valorisantes pour le jardinier et puis pour les espaces verts eux-mêmes. OK. D Tout à l'heure, donc on parlait des économies d'eau en termes de pourcentage par rapport aux factures d'eau, potable des collectivités. Est-ce que tu aurais un ordre de grandeur quantitatif pour, disons une grande ville, de l'arc méditerranéen peut-être? Quel est l'ordre de grandeur de sa facture d'eau et de Alors, combien on peut économiser? ouais. Alors, globalement, nous, sur les villes qui sont passées à l'échelle, c'est-à-dire qui ont équipé toute ou une grande partie de la ville, on a des économies d'eau de l'ordre de 50%, hein, sur la plupart des collectivités par rapport à leurs pratiques antérieures. Et donc, en quantité d'eau, si on prend une ville comme Marseille qui consomme de 2 millions de mètres cubes d'eau suivant les années, ça permet d'avoir une économie d'1 million de mètres cubes, hein, donc c'est très considérable en volume C'est d'eau beaucoup de potable. verres d'eau ça, dis-moi? Oui, alors même en verre ou en bouteille, on a fait les calculs, ou en piscine olympique, certains ont fait le calcul aussi, c'est très important. Si je prends une autre collectivité qui est plus petite, hein, Martigues, c'est 30-40 000 habitants, mais avec beaucoup d'espaces verts parce qu'ils ont de grands espaces, ils consommaient 350 000 mètres cubes d'eau par an. Donc voilà, une économie qui est prévue de moitié. Alors, à 2 euros le mètre cube, hein, ça faisait un budget d'eau de 700 000 euros. Quand vous économisez la moitié chaque année, c'est pour ça que le retour sur investissement est vite atteint, Ouais, hein, c'est très rapide. D'accord. très Donc c'est rapide. pas juste, de l'écologie quelque part. Quand on est un peu attentif à son économie, on a aussi intérêt à investir dans l'arrosage intelligent. Tout à fait, hein, au même titre que pour les autres fluides, hein, l'électricité, le gaz ou d'autres, euh, il faut mettre en œuvre des moyens qui permettent d'apporter le juste besoin, hein, de pas surconsommer. Et bah, il y a un aspect environnemental, mais un aspect économique qui est très très conséquent et très concret. OK. On parlait des villes de l'arc méditerranéen. Est-ce que les autres villes françaises ou européennes peuvent être concernées? Quel est un peu d'après toi, le champ d'action, sur lequel l'arrosage intelligent pourrait être déployé pour que collectivement on ait de plus beaux végétaux et qu'on fasse davantage d'économies d'eau? Alors le champ d'action pour moi est assez large, hein. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des villes du sud de la France ou des pays du sud de l'Europe, hein, qui nous sont proches, hein. Espagne, Italie, mais on a aussi réalisé des installations dans la partie, centrale de la France, hein, en Île-de-France, sur des sites où, aussi ils ont de l'arrosage automatique, et même si la période d'arrosage est peut-être un peu plus courte que dans le sud, parce qu'on peut estimer que, il pleut un peu plus, tard que dans le sud, et l'automne arrive un peu plus tôt, il y a quand même 3-4 mois de période où il faut arroser, et sur cette période, ben, on a les mêmes intérêts à économiser l'eau et apporter le juste besoin pour, que les végétaux soient en bonne santé, sans excès. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite géographique. Alors, effectivement, après, il y a si on remonte plus dans le nord, il y a peut-être des territoires où on a moins de Je problématiques vois que de ce tu es déjà type-là. très policé, parce que tu dis que l'Île-de-France, c'est le centre. Donc moi, j'ai Oui. envie de te demander où est le nord, tu vois? Alors, quand on est à Marseille, où sont nos bureaux, on dit dès qu'on passe au-dessus des Ba au d'Aubagne, on est dans le nord. Bon, Aubagne, c'est
pas Ouais, vraiment au nord c'est de ça. Marseille, c'est sur l'est, mais un peu plus au nord. Donc Ouais, oui, ça oui, il fait faut quand ouais, même c'est un rester. grand champ de Oui, c'est prospection dans le nord quand même. voilà, exactement. Et tu le disais tout à l'heure, hein, le climat change aussi. On a de plus en plus de périodes de chaud, de canicule. Donc ces périodes où l'arrosage est nécessaire, euh, peut-être de manière un peu plus longue dans le sud que dans le centre ou le nord, ben, va s'agrandir aussi pour les villes et territoires qui sont dans le centre ou dans le nord de la France, hein. Donc cette solution sera de plus en plus intéressante. On aura peut-être des épisodes de grosses pluies ou d'inondations comme on l'a pu le voir pendant l'automne, l'hiver, et des périodes plus longues de sécheresse, plutôt qu'une pluie régulière comme on peut avoir dans le passé. Donc les végétaux vont avoir besoin d'accompagnement et de solutions pour pouvoir vivre et ne pas être en stress hydrique sans forcément consommer beaucoup d'eau. Excellent. Donc avec l'arrosage intelligent, c'est une solution qui rend du temps aux jardiniers pour qu'ils puissent venir observer leurs végétaux, leurs sols, leurs racines, faire leur métier de jardinier, pour faire économiser de l'eau à ceux qui gèrent le budget et qui ont besoin de cette ressource par ailleurs, avec un retour sur investissement donc qui est quand même très rapide et qui prépare nos villes aux conditions plus difficiles que nous connaîtrons dans les prochaines décennies. Bravo, Je crois que tu as très bien résumé la solution et les résultats. Donc effectivement, il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. Merci Fabrice. Merci Thomas.